Une poignée de main, en apparence chaleureuse, entre les ministres des Affaires étrangères belges et rwandais à Kigali, c'était le 8 avril 2024. Ce geste masque en fait une relation houleuse entre les deux pays. Les tensions sont apparues en juillet dernier, lorsque la diplomatie belge a refusé d'accréditer le nouvel ambassadeur du Rwanda en Belgique, Vincent Karega. Je l'ai fait par voie diplomatique et c'est pour moi réglé. Kigali n'a pas apprécié le rejet de son ambassadeur. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, le président rwandais, Paul Kagame, estime ne pas avoir reçu d'explications suffisantes. On nous a raconté des histoires sur ce qui s'était passé lorsque Vincent Karega était ambassadeur en Afrique du Sud. Nous avons demandé aux Belges de nous expliquer ce qu'il en était en réalité, mais leur réponse n'a été en rien satisfaisante. Pourquoi la Belgique ne veut-elle pas de Vincent Karega? Selon nos informations, c'est parce que pendant sa mission d'ambassadeur en Afrique du Sud, entre 2011 et 2019, plusieurs personnes sont mortes dans des conditions suspectes. 2 Belges et un dissident rwandais. La Belgique a ouvert une enquête. Tant qu'elle est en cours, Vincent Karega n'est pas le bienvenu. Nous estimons que cette personne ne pourrait pas accomplir son travail dans la sérénité nécessaire pour maintenir les bonnes relations entre nos deux pays. Question, Vincent Karega serait-il impliqué dans ces morts suspectes? Avec Forbidden Stories, un réseau international de journalistes d'investigation, et nos partenaires belges, Le Soir et CNAC, nous avons enquêté pendant plusieurs mois sur les pratiques de la diplomatie rwandaise. Personne n'a d'importance au Rwanda, à part une personne. Kagame. Nous sommes allés sur les traces de Thomas Ngeze et Peter Jan Stallens, 2 Brugeois morts en Afrique du Sud en 2018. Vous croyez qu'il s'est suicidé? Je ne crois pas. J'étais en larmes parce que je ne pouvais pas l'aider. Quelqu'un est mort devant moi. 2 morts suspectes qui ont poussé le parquet fédéral belge à ouvrir une enquête. C'est un dossier évidemment que nous avons pris fort au sérieux. Moi j'ai moi-même été en Afrique du Sud en 2019 et j'en ai discuté avec les autorités locales. 4 ans avant la mort de ces 2 Belges, un dissident rwandais, Patrick Karegeya, ancien proche du président Paul Kagame, a été retrouvé étranglé dans une chambre d'hôtel à Johannesburg. Il me l'a dit clairement, il dit « Moi je connais tous les secrets du régime et je suis un homme menacé ». Un autre dissident rwandais, lui, a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat. Il a accepté de nous livrer son témoignage malgré les menaces qui pèsent sur lui. Lorsque nous sommes entrés, c'est à ce moment-là que nous avons été attaqués. Et je me suis fait tirer dessus. Un autre dissident dit avoir été approché par le régime rwandais pour éliminer des opposants. Lui aussi a pris des risques en acceptant de nous rencontrer. Nous avons décidé de t'envoyer en Afrique du Sud pour que tu élabores un plan pour assassiner Kayumba et Karegeya. Je lui ai dit « Laisse-moi y réfléchir ». Il a répondu « Rapidement ». Kigali dément toute implication. Ces accusations ne seraient que des rumeurs. L'ambassadeur Karega n'a jamais été accusé ou reconnu coupable d'un quelconque crime. Vous devez vous adresser à quelqu'un d'autre en Afrique du Sud. Notre enquête débute en Afrique du Sud. Nous partons sur les traces de ces 3 hommes morts dans des circonstances suspectes. Là où la justice belge n'a jamais été autorisée à investiguer. Direction Johannesburg. C'est dans cette ville au nord-ouest du pays que Thomas Ngeze est mort à l'âge de 27 ans. Ce Belge, d'origine rwandaise, était le fils d'un Hutu condamné pour incitation au génocide. Très jeune, il a fui le Rwanda en 1994 avec sa famille pendant le génocide contre les Tutsis. Ils se sont réfugiés à Bruges, où il a fait des études en droit international. Une fois diplômé, il a fait un stage en Afrique du Sud. Thomas a été retrouvé pendu le 10 juin 2018 dans cet hôtel branché, au cœur d'un quartier très animé de Johannesburg, un lieu festif où la musique dans les bars en plein air est assourdissante, au point de faire vibrer les vitres.
Cette suite a été réservée la veille pour une nuit. Thomas était accompagné d'une fille, selon certaines sources. C'est une femme de chambre qui a découvert le corps. Vêtu d'un caleçon, Thomas était pendu à une tringle avec une serviette de bain. La police est rapidement venue sur les lieux. Le rapport d'autopsie indique que la mort est due à une pendaison. Thomas avait 1,8 g d'alcool dans le sang, pas de strangulation, aucune blessure, aucune trace de lutte. Une enquête a été ouverte. Mais dès le départ, la police sud-africaine a écarté la piste criminelle. Nous avons insisté pour obtenir une interview, en vain. Finalement, seule cette déclaration officielle de la porte-parole nous a été envoyée. En tant que police, nous pouvons confirmer, en ce qui concerne cette enquête en particulier, qu'il n'y a pas de soupçon d'acte criminel. Les enquêtes sur cette affaire sont terminées et le dossier sera transmis à l'autorité nationale de poursuite pour une décision. Pourtant, les policiers sud-africains à qui nous avons parlé hors caméra avouent manquer de preuves et ne pas croire au suicide. Un contrat a probablement été mis sur lui. Si Thomas Ngeze ne s'est pas suicidé, pourquoi aurait-il été assassiné? Pour tenter d'en savoir plus sur les derniers jours de Thomas Ngeze, nous avons rencontré Daniel Nsengimana, dissident rwandais. Il se présente comme le leader des jeunes de la diaspora rwandaise à Johannesburg. Il était en contact avec Thomas sur les réseaux sociaux. Je connais Thomas Ngeze, mais pas physiquement. Nous communiquions quand il était encore en Belgique, lorsqu'il était jeune. Il m'a envoyé un message. Il a dit, « D'accord, Daniel, je pourrais venir en Afrique du Sud. Peut-on se rencontrer ?» J'ai dit, « Ok, très bien. Une fois arrivé en Afrique du Sud, s'il te plaît, fais-le-moi savoir. » C'est à ce moment-là que j'ai reçu le message disant qu'il avait été tué. En fait, ils ont dit ça. Il s'est suicidé. Vous croyez qu'il s'est suicidé? Je ne crois pas. Les informations que j'ai sont celles du moment où il m'a envoyé un message. Il était au Rwanda, puis il est venu avec une dame que je n'ai pas vue. Ils sont allés à l'hôtel. Alors, comment peux-tu te pendre quand tu es avec une amie ou l'équivalent? Nous n'avons pas la preuve qu'une fille accompagnait Thomas le jour de sa mort. Impossible de savoir qui a fait la réservation et pour combien de personnes. Il n'y a pas eu d'analyse d'empreintes digitales. Les images de caméras de surveillance n'ont pas été transmises à la police. Seules 4 personnes ont fait une déclaration, la femme de chambre, 2 policiers et un ami de la famille. Un certain BNS, dont nous avons retrouvé les profils sur les réseaux sociaux. À la demande du père de Thomas, c'est ce BNS qui a récupéré les effets personnels de Thomas auprès de la police. BNS qui a aussi identifié son corps à la morgue. Lui qui a aidé à rapatrier la dépouille en Belgique. Étienne Mutabazi, dissident rwandais, réfugié en Afrique du Sud, connaissait bien BNS. Il s'étonne qu'il ait disparu très peu de temps après la mort de Thomas. Cette personne, je la connaissais. Je savais qu'elle avait 2 fils ici. Il exploitait une confiserie dans la banlieue de Johannesburg. Nous avons rencontré des amis. Mais après cet incident, après qu'il ait identifié le corps, nous en avons parlé, mais nous ne sommes pas allés loin. Il ne m'a pas permis d'en discuter davantage. La personne a disparu. J'ai entendu dire qu'elle vivait soit en Zambie, soit au Mozambique. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas rencontrée. BNS a donc disparu. Nous avons cherché à le joindre par l'intermédiaire de connaissances, en vain. C'est Hassan Ngeze, le père de Thomas, qui avait fait appel à lui depuis la prison où il purge sa peine.
Qui est Hassan Guézé, le père de Thomas? Cet homme a été condamné à 35 ans de prison par le tribunal pénal international pour le Rwanda pour incitation au génocide. Extrémiste hutu, il était rédacteur dans le journal Kangura, l'un des médias de la haine anti-Tutsi. 3 mois avant la mort de son fils, Hassan Guézé avait introduit une demande de libération anticipée. À la mort de son fils, dans une lettre qu'il a adressée au tribunal international, Hassan Guézé a accusé le régime rwandais d'avoir piégé son fils. Thomas Nguézé a accepté de rejoindre à l'hôtel et de rencontrer ceux de l'ambassade du Rwanda qui l'ont invité en Afrique du Sud. À son arrivée, on lui a dit quoi lire et il a été tué immédiatement. Thomas Nguézé s'est rendu au Rwanda une seule fois. Selon plusieurs sources, en tant que juriste en droit international, il s'intéressait à la condamnation de son père pour tenter d'obtenir une libération anticipée. À l'issue de son séjour à Kigali, les relations avec les autorités rwandaises se seraient dégradées. Lorsqu'il est allé au Rwanda, nous en avons débattu. Pas seulement lui. Mais il y a aussi un autre gars qui s'appelle Lionel Nishimwe, qui était en Zambie. Il s'est également rendu au Rwanda. Pour ce qu'ils appellent « venez et voyez » et « partez et racontez ». Nous en avons également débattu. Malheureusement, aucun d'eux n'est encore en vie. Le cas de Lionel Nishimwe, un jeune avocat rwandais disparu en 2017, est aussi troublant que celui de Thomas Nguézé. Critique du régime de Kigali, il s'était réfugié en Zambie. À la surprise de ses proches, lui aussi s'était rendu au Rwanda. À l'issue de son séjour à Kigali, anxieux, Lionel avait expliqué que le pouvoir avait mis en place tout un système pour appâter les jeunes de la diaspora, qu'il promettait des récompenses en échange de faux témoignages. Quand vous arrivez là-bas et que vous êtes de la diaspora, que font-ils? Ils vous emmènent dans de bons endroits. Ils payent les factures à votre place. Ils vous logent. Ils vous offrent la belle vie, simplement pour vous attirer. Malheureusement, lorsqu'ils ont arrêté les activités avec lui, il a voulu revenir en Zambie. Il a dit « Frère, j'ai l'impression que tu me dis la vérité. » C'est le dernier message qu'il m'a envoyé. Ensuite, nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. Lionel Nishimwe s'est très vite senti en insécurité au Rwanda. Il a disparu le 9 février 2017, quelques jours seulement après avoir échangé ses messages avec un de ses proches, dont nous tairons l'identité. Je ne dors pas. Ces gars veulent que je donne des noms, des numéros, des adresses, ce que je ne peux pas faire. Qui sont les gens qui te menacent? Je vous enverrai des documents prouvant que j'étais sous la garde du NSS, l'agence secrète rwandaise. Ils ne laissent aucune trace sur leur chemin. Lionel, tu vas bien? Le 7 février 2017, Lionel Nishimwe enverra son dernier message à son interlocuteur. Malgré des relances en décembre, il ne donnera plus signe de vie. Un mois après la mort de Thomas Nguézé, le 29 juillet 2018, un autre Belge a perdu la vie en Afrique du Sud, dans des circonstances troublantes. Pieter-Jan Stallens, 36 ans. Il a été retrouvé carbonisé dans l'incendie de sa voiture, à Hermanus, près du Cap. Lui et son père ont été les avocats de la famille Nguézé à Bruges. Quand il est mort, Pieter-Jan vivait en Afrique du Sud depuis 3 ans avec sa famille. Devant le constat d'une mort suspecte, la police d'Hermanus a ouvert une enquête. Le rapport d'autopsie indique que la mort a été causée par des brûlures, aucune blessure, aucune trace de lutte, pas de balles dans le corps, quelques traces de cannabis dans le sang. Pieter-Jan Stallens se serait lui-même versé un produit inflammable sur la tête quand il était encore assis dans sa voiture. Puis il aurait cherché à sortir. Sur ces images,
nous avons flouté le corps carbonisé au sol. Impossible de savoir quelle substance a provoqué l'incendie. Le rapport de l'expert du feu n'est pas dans le dossier d'enquête. Une demande d'analyse téléphonique a été faite pour les 3 derniers mois de sa vie. Elle ne sera jamais réalisée. Seules 3 personnes ont fait une déposition, 2 policiers et la veuve de Peter Jan. Nous avons insisté pour obtenir une interview de la police d'Hermanus. En vain. À ce stade, elle évoque un suicide, mais là aussi, hors caméra, des enquêteurs nous ont confié qu'ils n'y croyaient pas. Nous avons décidé de nous rendre sur les lieux où Peter Jan a perdu la vie le 29 juillet 2018. Au bord de cette piste, nous avons rencontré un témoin qui a vu le corps de Peter Jan carbonisé. J'étais assis sur le perron de ma maison quand j'ai vu de la fumée noire. Et quand je suis arrivé, j'ai vu l'Amarok brûler. Et à cet endroit, j'ai vu que sa jambe était en dessous, parce que les pneus avaient brûlé. Les jantes étaient au sol. Et donc sa jambe était coincée sous la carcasse. Il ne pouvait pas la retirer. Oui, j'étais en larmes. Parce que je ne pouvais pas l'aider. Quelqu'un est mort devant moi. Témoin essentiel, ce voisin n'a pas été interrogé par la police. Pourtant, il affirme avoir vu ce jour-là plusieurs personnes sur les lieux, dont une voiture, suspecte selon lui. J'ai vu d'autres personnes de la communauté autour. Et j'ai remarqué qu'une Audi noire roulait ici lentement sur la route. Et elle est revenue sur cette route, lentement. Et puis la voiture a disparu. La conductrice ne s'est pas arrêtée, c'était une femme africaine. Mais j'en suis sûr, elle n'était pas d'Afrique du Sud. Et pour moi, c'était suspect. Avant ça, j'ai entendu comme des coups de feu. C'était comme quoi. La police est arrivée plus tard. D'après vous, d'où vient le feu? Alors d'après moi, c'était un TDI, un turbodiesel à injection. Ça ne peut pas s'enflammer comme ça. Quelqu'un a dû mettre un cocktail Molotov à l'intérieur. Ça, c'est mon expérience. Vous pensez que c'est un suicide? Non, c'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas un suicide. Le jour de sa mort, Peter Jan avait manifestement encore des projets de vie. La police a retrouvé à l'arrière de son pick-up des pierres de taille qu'il venait de charger pour l'aménagement d'un terrain dont il était propriétaire. Peu après le décès de Peter Jan, tous les ordinateurs ont été volés dans la maison familiale à Hermanus. La police sud-africaine a ouvert une deuxième enquête, mais les analyses des empreintes digitales n'ont rien donné. La recherche par géolocalisation pour retrouver le matériel volé n'a jamais été faite. La mort de ces 2 Belges en Afrique du Sud est entourée de beaucoup d'éléments suspects. Peut-on croire à un suicide? Sa mort serait-elle liée à celle de Thomas Ngeze? Lorsque Thomas a perdu la vie, Peter Jan a mené une enquête en qualité d'ancien avocat de la famille Ngeze à Bruges. Nous savons qu'il a été en contact avec 2 Rwandais réfugiés en Afrique du Sud, dont BNS, l'homme qui a disparu après avoir identifié le corps de Thomas. Dans le dossier d'enquête, nous avons retrouvé un mail que Bart Stallens, le père de Peter Jan, lui aussi ancien avocat de la famille Ngeze, a adressé à la police sud-africaine. Dans son courrier, il explique que la mort de son fils pourrait avoir un lien avec celle de Thomas Ngeze. Aujourd'hui encore,
vu les coïncidences qui entourent les deux morts, Bart Stalens n'écarte pas la piste rwandaise, mais il n'a pas de preuves. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre la mort de votre fils, Peter Jan, et celle de Thomas Ngeze? C'est ce que quelques personnes nous ont dit, donc je n'ai rien, aucun élément qui me donne une preuve ou une indication qu'il y a un lien avec Thomas Ngeze. Je sais évidemment parce qu'il connaissait un peu Thomas Ngeze et la famille Ngeze qui habite à Bruges, enfin une partie de la famille Ngeze. Vous avez été tous les deux avocats de la famille aussi? Oui, on a fait quelques affaires pour la famille Ngeze, oui. Oui, c'est vrai. Vous avez donné un mail qui dit quoi en fait à la police? Je leur ai demandé de faire des investigations aussi sur cette piste, mais c'est une des pistes. Ils ne m'ont jamais répondu et je ne sais pas. Mais donc c'est une piste dont on m'a parlé, mais je n'ai pas d'éléments sûrs, je n'ai rien sur cette piste. Sauf, on m'a dit, il faut avoir peur des services de Rwanda. Et je sais que dans le passé, il y a des... oui. Bart Stalens reste extrêmement prudent dans ses réponses. Pour les autorités belges, la mort de ces deux Brugeois en Afrique du Sud est suspecte. Le parquet fédéral a ouvert 2 enquêtes. L'implication du régime rwandais n'est pas écartée. C'est un dossier évidemment que nous avons pris fort au sérieux. Moi, j'ai moi-même été en Afrique du Sud en 2019 et j'en ai discuté avec les autorités locales. Le problème est de convaincre les autorités locales de prendre effectivement ce dossier au sérieux et de créer un lien pour qu'ils nous aident. Les systèmes sont très différents. Il y a peu d'outils internationaux qui nous permettent de collaborer. Et donc, il faut continuer à taper sur le clou pour essayer d'avancer dans l'enquête, parce qu'on dépend évidemment des autorités locales. Est-ce qu'il y a un lien que vous pouvez établir déjà entre les deux morts? Alors ça fait partie de l'instruction aussi, donc voilà, il y a des hypothèses. Déjà, les personnes étaient liées, donc voilà, c'est normal qu'on investigue de ce côté-là, mais encore une fois... je vous le dis, le procureur, il cherche des preuves. Donc la commission rogatoire n'a pas fonctionné jusqu'à présent, n'a pas donné suite. Selon vous, est-ce qu'il y a une volonté de la part de l'Afrique du Sud de freiner l'enquête pour des raisons politiques en lien avec le Rwanda? C'est une possibilité. L'autre possibilité aussi, la désorganisation, le fait qu'il y ait très peu de collaboration, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de Belges en Afrique du Sud. Donc je ne vais pas évidemment m'exprimer là-dessus et encore une fois tirer une conclusion alors que l'enquête n'est pas terminée. Le parquet fédéral belge a réclamé en 2018 une collaboration judiciaire avec l'Afrique du Sud. Mais à ce jour, elle n'a pas abouti, faute d'accord des autorités sud-africaines. Des rappels ont été envoyés, sans résultat. En 6 ans, les enquêteurs belges n'ont jamais pu investiguer sur place en Afrique du Sud, comme nous l'avons fait. Comment expliquer ce blocage des autorités sud-africaines ? Impossible d'avoir une réponse. Pour la police sud-africaine, les morts de Thomas Ngeze et Peter Jan Stalens sont des suicides, faute de preuves. De son côté, voici ce que la justice sud-africaine nous a communiqué par mail après une demande insistante. L'autorité nationale des poursuites accuse réception de l'entraide judiciaire concernant le décès de M. Thomas Ngeze et Peter Jan Stalens. Ces affaires font actuellement l'objet d'une enquête menée par la police sud-africaine et cette enquête est à un stade avancé. Par principe, nous ne commentons pas les enquêtes en cours car elles ne relèvent pas de notre mandat en tant qu'autorité de poursuite, mais de la police. Quand Thomas Ngeze et Peter Jan Stalens ont perdu la vie en Afrique du Sud, Vincent Karega y était ambassadeur du Rwanda. Aurait-il été impliqué dans ces 2 morts? Y aurait-il eu des ingérences du Rwanda en Afrique du Sud? Nous avons posé ces questions aux autorités rwandaises. Nous sommes allés à Kigali pour rencontrer la porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo. Nous lui avons demandé s'il y avait un lien entre la mort de Thomas Ngeze et la demande de libération anticipée de son père, et si Vincent Karega avait joué un rôle dans l'élimination d'opposants rwandais quand il était ambassadeur en Afrique du Sud.
Ce sont des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Je ne sais pas ce que l'ambassadeur Karega a à voir avec ça. L'Afrique du Sud est un grand pays. L'ambassadeur Karega n'était pas responsable de la sécurité des personnes vivant ou voyageant en Afrique du Sud. Je ne vois donc aucun lien. C'est une accusation ridicule. Ce n'est pas une accusation? Eh bien, c'est une rumeur. Il y a tellement de rumeurs sur tout. En fait, il y a beaucoup de rumeurs sur moi, sur vous et sur tout le monde autour de nous. Mais je ne sais pas comment cela devient un sujet, un facteur dans les relations diplomatiques entre deux pays. Les relations bilatérales ne sont pas basées sur des rumeurs. L'ambassadeur Karega n'a jamais été accusé ni reconnu coupable d'aucun crime. Donc, quoi qu'il se soit passé en Afrique du Sud, vous devez demander à quelqu'un d'autre en Afrique du Sud. D'autres affaires suspectes se sont déroulées en Afrique du Sud pendant que Vincent Karega était ambassadeur du Rwanda. Cela concerne 2 dissidents rwandais, Patrick Karegeya et le général Kayumba Nyamwasa. Le premier a été assassiné, l'autre dit avoir été visé par plusieurs tentatives d'assassinat. De retour en Afrique du Sud, nous sommes allés sur leurs traces à Johannesburg. Fin décembre 2013, un homme d'affaires rwandais demande à Patrick Karegeya de réserver une chambre pour plusieurs nuits à l'hôtel Michelangelo. Le 31 décembre, les 2 hommes passent la soirée ensemble. 23h45, Patrick Karegeya ne répond plus aux SMS. Le 1er janvier, son corps est retrouvé allongé sur le lit. Il a été étranglé avec une embrasse de rideau. Ses 3 téléphones ont disparu. Patrick Karegeya était un ancien proche du président rwandais Paul Kagame, ancien chef des renseignements extérieurs, devenu dissident, exilé en Afrique du Sud. La journaliste Colette Brackman l'a rencontré 8 jours avant sa mort. Son travail était un travail d'information, de renseignement, et donc il indiquait ceux qui pouvaient être jugés des déviants, des opposants potentiels, des opposants déclarés. Donc il était dans le système jusqu'au jour de la rupture. Mais sachant tout cela, ayant collaboré jusqu'à ce niveau, ayant rompu, il savait, d'ailleurs il me l'a dit clairement, il dit « moi je connais tous les secrets du régime et je suis un homme menacé ». Il n'a pas prononcé le mot fatwa, mais il y avait une sentence de mort qui pesait sur lui et il en était parfaitement conscient. Dans les jours qui suivent la mort de Patrick Karegeya, au Rwanda, le ton au sein du régime est triomphant. Lors d'une allocution le 12 janvier 2014, le président Paul Kagame adresse ce message menaçant. Moi aussi je le dis à quiconque, à tout le monde. Ne crois pas t'en sortir après avoir comploté contre ton pays. Même celui qui est en vie en verra les conséquences. Personne ne peut trahir le Rwanda et s'en tirer à bon compte. Réfugié en Afrique du Sud, Patrick Karegeya avait cofondé en 2010 le RNC, le Congrès national rwandais, un parti d'opposition composé d'anciens proches de Paul Kagame, une menace pour le régime rwandais. Il représentait une menace parce qu'il savait tout, mais il représentait une menace aussi par le potentiel de ce mouvement, ses capacités de recrutement, et donc il aurait pu contribuer à la légitimité, si vous voulez, de ce mouvement qui pourtant collaborait avec des gens qui ont participé au génocide. Ce qui, du point de vue, maintenant je me place du point de vue de Kigali, du président Kagame, était un pacte avec le diable pour lui, pour les survivants, pour des gens qui ont mis fin au génocide. Pactiser avec ceux qui l'ont mis en œuvre, c'est un pacte avec le diable. C'est presque une sentence de mort par elle-même, si vous voulez. C'est extrêmement dangereux. Dès le début de l'enquête, la justice sud-africaine a identifié 4 suspects en lien avec le régime rwandais. 2 mandats d'arrêt ont été émis avec des demandes d'extradition auxquelles le Rwanda n'a jamais répondu. À l'époque, Vincent Karega était ambassadeur en Afrique du Sud.
Interrogé par les médias sud-africains, il a démenti l'implication du régime rwandais dans l'assassinat de Patrick Karegeya. Nous ne regrettons pas sa mort. Nous n'avons aucune sympathie. Il ne manque pas au Rwanda pour les mauvais plans, les mauvaises actions qu'il a faites. Mais cela ne veut pas dire que nous l'avons tué. À ce jour, le Rwanda nie toute implication dans ces affaires. Y a-t-il des tueurs à la solde du régime rwandais pour éliminer des opposants? Nous avons posé la question à un dissident rwandais qui a échappé à la mort, le général Kayumba Nyamwasa, ancien chef d'état-major, lui aussi ancien proche de Paul Kagame, en exil en Afrique du Sud. Avant Patrick Karegeya, il a été visé par plusieurs tentatives d'assassinat. La première, c'était en juin 2010. Un après-midi où j'étais allé au centre commercial. Donc lorsque nous sommes entrés, c'est à ce moment-là que nous avons été attaqués. Et je me suis fait tirer dessus. Je pense que le gardien à la porte a dû collaborer, parce que je ne sais pas comment ils auraient pu entrer. Alors, on m'a tiré dessus. Et ensuite, j'ai été emmené à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, ils ont commencé à vouloir venir me tuer, à l'hôpital. Toutes ces tentatives étaient en 2010? Non, l'une était en 2010, l'autre en 2014, en février. Au cours d'un procès cette année-là, en Afrique du Sud, très rare dans ce genre d'affaires, 6 personnes, dont 3 Rwandais, ont été traduits en justice pour tentative d'assassinat contre le général Kayumba. Finalement, les gens qui ont tiré, ceux qui ont tenté de me tuer en premier lieu, ont été arrêtés. Et ils ont été jugés en Afrique du Sud. Ils ont été reconnus coupables et emprisonnés. Le gouvernement du Rwanda les avait organisés, les avait financés, ils avaient dirigé l'assassinat. Cela ne fait donc aucun doute. Sur les 6 accusés, 4 seront reconnus coupables de tentative de meurtre par la justice sud-africaine. Pour le juge, il n'y a aucun doute, les 4 hommes ont soigneusement préparé ensemble le crime. Les motivations sont politiques et émanent d'un certain groupe de personnes du Rwanda. Cette même année 2014, les autorités sud-africaines ont expulsé 3 membres de l'équipe diplomatique de Vincent Karega. Lui n'était pas ambassadeur en Afrique du Sud lors des premières tentatives d'assassinat en 2010. En revanche, il l'était en 2014 lorsque Patrick Karegeya a été étranglé. Pourquoi vouloir éliminer le général Kayumba Nyamwasa? Lui aussi est accusé par le régime rwandais d'avoir commandité des attaques au Rwanda, ce qu'il dément. Mais il représente bien une menace pour le régime rwandais. Lui voulait éliminer le régime rwandais, c'est aussi simple que ça. Enfin, il voulait remplacer, supplanter le Paul Kagame, président qui avait pris le pouvoir, faut bien le dire, pris le pouvoir pour lui seul, sans partage et sans équivoque. D'un autre côté, la communauté Hutu rwandaise accuse le général Kayumba, un Tutsi, d'avoir commis des massacres contre les Hutus dans les années 90 au Rwanda et au Zaïre. Mais pendant le génocide, il était dans ces troupes qui sont montées vers Kigali et qui se sont vues reprocher des massacres, des règlements de compte qui étaient en principe interdits. C'était interdit, mais il y en a eu. Il faut pas faire d'angélisme. Il y en a eu. Il était là. Il est co-responsable. S'il y avait une enquête approfondie, il aurait certainement été cité. Et bien sûr que les 2 guerres du Congo n'étaient pas des promenades de santé. Elles ont été émaillées de massacres. Pas de doute, Patrick Karegeya et le général Kayumba étaient dans le viseur de personnalités rwandaises. Nous avons demandé à Vincent Karega de répondre à nos questions. Pourquoi des membres de son équipe diplomatique ont-ils été expulsés d'Afrique du Sud en 2014 pendant le procès sur les tentatives d'assassinat contre le général Kayumba? Voici ce qu'il a répondu par écrit. Les membres de mon équipe étaient expulsés sur base d'accusations, allégations des membres du parti politique RNC.
prétendant dans tous les médias avoir des preuves sur leur rôle dans le décès de Karegeya, preuves qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais été produites à la justice. De son côté, la justice sud-africaine dit avoir des preuves. Les enquêtes ont révélé des liens directs entre les diplomates expulsés et les réseaux criminels liés aux différentes attaques. Quel rôle aurait joué le régime rwandais ? Un homme dit avoir été mandaté par le régime rwandais pour éliminer ses deux opposants. Il s'appelle Robert Higiro, ancien officier dans l'armée rwandaise, lui aussi exilé. Menacé de mort, il est protégé dans un pays que nous ne révélerons pas, mais il a accepté de nous raconter comment il aurait été contacté en 2010. J'ai reçu un appel de Dan Munyuza. Dan Munyuza, c'est l'actuel ambassadeur du Rwanda en Égypte. À l'époque, il était directeur du renseignement extérieur rwandais. Et il a dit, nous avons une réunion avec le fondateur, c'est-à-dire le président, et nous avons décidé que tu allais te préparer à aller en Afrique du Sud et que tu allais élaborer un plan pour assassiner le général Kayumba et Patrick Karegeya. Je lui ai dit, laissez-moi réfléchir. Et il a répondu, rapidement. Et donc après l'appel, j'étais en contact avec Patrick Karegeya. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je dois venir te tuer, toi et ton ami Kayumba. Alors, s'il te plaît, pouvez-vous vous rapprocher de l'aéroport de Johannesburg parce que je dois travailler et je dois payer les frais de scolarité de mes enfants. Nous en avons plaisanté. Il a beaucoup ri et il m'a dit, c'est un gars très drôle, il m'a dit, eh bien, il y a beaucoup de gens qui essaient de nous tuer et tu n'es pas le premier. Et ce que je te conseille, c'est d'accepter ce qu'il te demande de faire si tu veux survivre. Accepte ce qu'ils te disent. Viens ici, c'est-à-dire en Afrique du Sud, et on s'en occupera. Nous allons voir ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant plusieurs mois, Robert Higiro fera semblant d'accepter d'élaborer un plan pour assassiner les deux dissidents rwandais, à la demande, selon lui, de Dan Munyuza. Et nous avons négocié combien? Et il m'a dit, 1 million. Il peut te donner 1 million. J'étais comme, quoi? Dans mon cœur, je n'avais pas réalisé à quel point ils étaient sérieux. Et au fur et à mesure, vous savez, j'ai fait semblant pendant très longtemps, pendant environ 7 mois. Au bout de plusieurs mois, le double jeu de Robert Higiro aurait été découvert. Je ne sais pas qui a révélé que je leur mentais, que je n'étais pas prêt à faire quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont ordonné mon assassinat. Vous savez, j'ai réussi à m'échapper. À cette époque, j'étais entre l'Afrique du Sud et l'Ouganda. Aujourd'hui, vous vivez quelque part, on ne le révélera pas. Y a-t-il encore une menace qui pèse sur vous? Ils ne s'arrêteront jamais jusqu'à ce que cela se produise. Je veux dire, jusqu'à ce qu'ils me tuent, ce qui n'arrivera pas. Ils devraient le savoir. À présent, ils ne réussiront pas, je le sais. Est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives? Ils essaient chaque jour, tous les jours. Et là où vous êtes maintenant? Oui. Encore? Oui. Êtes-vous protégé là où vous êtes? Personne ne me protège. C'est entre moi et mon Dieu. Nous avons interrogé Dan Munyuza sur ses discussions avec Robert Higiro, où il est question d'assassiner Patrick Karegeya et le général Kayumba. Voici sa réponse. Il n'y a rien de crédible qui puisse sortir de ce type par rapport à mon pays. Vous pouvez vous référer à la porte-parole du gouvernement pour les interviews. Vincent Karega est entré en fonction comme ambassadeur du Rwanda en Afrique du Sud à cette époque-là, en août 2011. Il a quitté son poste en 2019. Pour Robert Higiro, les ambassadeurs du Rwanda, comme Vincent Karega, n'auraient été que des exécutants dans toutes ces affaires. Ils n'ont pas le choix. Ce sont des otages. Jusqu'à ce qu'ils décident de partir, ils doivent faire tout ce qu'ils leur disent de faire. Ils ne sont pas vraiment importants. Je m'en soucie jamais, je m'en fiche de Vincent Karega, qui il est. Personne n'a d'importance au Rwanda, à part une seule personne.
Paul Kagame. C'est à l'ambassade qu'ils envoient l'argent via Rwanda Air. Ensuite, l'argent passe par l'ambassade et c'est ainsi que l'argent est distribué, quelle que soit l'opération. C'est comme ça que Vincent Karega, bien sûr, a été impliqué, parce qu'il connaissait ces opérations. C'est un secrétaire, le premier secrétaire ou quelque chose du genre. C'est lui qui coordonne tout cela. Et c'est pourquoi l'Afrique du Sud a expulsé son équipe. Oui, c'est parce que c'est eux qui contrôlaient l'argent, les transferts, la facilitation du départ de la scène de crime, la sortie du pays, de l'Afrique du Sud. Tout cela a été fait par l'ambassade du Rwanda. Nous avons interrogé Vincent Karega sur son éventuelle implication dans la mort de Patrick Karegeya, aidé de Belges, Thomas Ngeze et Pieter-Jan Stalens. 3 affaires qui expliquent le refus de la Belgique de l'accréditer comme nouvel ambassadeur du Rwanda. Voici ce qu'il nous a répondu par écrit. Ngeze et Stalens, qu'est-ce que ma présence en Afrique du Sud a à faire avec leur mort? Je n'étais ni responsable de leur sécurité, ni capable d'en assurer en terre étrangère et aux étrangers rwandais. Si jamais la Belgique a des faits et preuves raisonnables qui lient mes fonctions et mon séjour en Afrique du Sud à la mort des individus ci-haut cités, elle est la bienvenue à mettre sur table ces faits et en discuter avec le gouvernement rwandais sereinement et ouvertement. Il n'y a pas de preuve que Vincent Karega a été impliqué directement ou indirectement dans la mort de Thomas Ngeze et Pieter-Jan Stalens. La Belgique mène toujours l'enquête. Vous savez qu'il y a une enquête au parquet de Bruges ouverte sur la disparition de 2 Belges morts en Afrique du Sud, dont un d'origine rwandaise, au moment où M. Karega était ambassadeur à Pretoria. Et donc, il y avait le risque de voir un scénario où la justice belge demanderait la comparution de M. Karega et donc éventuellement sa levée d'immunité diplomatique. Ce genre de scénario crée nécessairement des tensions et des crispations. Vincent Karega était aussi ambassadeur du Rwanda en Afrique du Sud lorsque un dissident rwandais, Patrick Karegeya, a été étranglé dans un hôtel. Est-ce que ça concerne aussi ce cas-là, ce rejet de la Belgique? Ça, je vous invite à demander des explications à l'Afrique du Sud parce que ça, c'est une affaire qui n'est pas ouverte en Belgique. La justice sud-africaine dit avoir des preuves que des membres de l'équipe diplomatique de Vincent Karega étaient liés au commando qui a tenté de tuer le général Kayumba. Elle a aussi identifié 4 suspects en lien avec le régime rwandais, présumés responsables de la mort de Patrick Karegeya. Vincent Karega était-il au moins informé de ces crimes? Lui dément. Des sources belges proches du dossier ont des doutes. Et à ce jour, il n'y a toujours pas d'ambassadeur du Rwanda en Belgique.